Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Science Click, à quoi ressemblerait la formation d'un trou noir ? Comment passe-t-on de ceci à cela ? Jusqu'au XIXe siècle, la chute des corps et l'orbite des planètes sont modélisées par la théorie de la gravitation de Newton. On pense que les corps sont attirés les uns par les autres et qu'ils subissent une force, la gravité. Mais en 1915, à l'orée du XXe siècle, Albert Einstein publie la relativité générale. Selon Einstein, la chute des corps et l'orbite des planètes ne sont pas dues à une force, mais à une courbure dans le tissu même de l'espace et du temps. Les objets suivent des lignes droites à l'intérieur d'un espace-temps courbé. 4 ans plus tard, Arthur Eddington parviendra à démontrer expérimentalement cette théorie. Lors de son expédition, Eddington mesure la position des étoiles lointaines dont la lumière passe à proximité du Soleil. Il parvient à les distinguer grâce à une éclipse. En passant près du Soleil, la lumière est légèrement déviée par la courbure de l'espace-temps, si bien que l'image des étoiles semble décalée. On parle de lentille gravitationnelle. La gravité de Newton prédit elle aussi que les corps sont déviés lorsqu'ils passent à proximité d'un astre. Mais la relativité prédit une déviation 2 fois plus forte, ce que Eddington parvient à mesurer. Ainsi, à cause de la courbure de l'espace-temps, les images des étoiles sont légèrement décalées à proximité du Soleil, par rapport à leur position réelle. Voici une simulation de cet effet tel qu'a pu l'observer Eddington. À cette échelle, il est très difficile à percevoir. Toutefois, si le Soleil était plus compact, l'effet serait plus prononcé. On peut l'observer si l'on réduit la taille du Soleil sans changer sa masse, sa température ou sa rotation, et que l'on rapproche la caméra. Voilà ce qu'Eddington aurait vu avec un Soleil 100 fois plus compact, 200 fois plus compact, 500 fois plus compact. À ce stade, on commence à bien percevoir la déformation optique. Avec un Soleil encore 2 fois plus compact, on distingue même certaines étoiles en double. La lumière est en effet tellement déviée qu'elle peut passer au-dessus et en dessous du Soleil et tout de même nous parvenir. Exagérons encore. Nous observons désormais un Soleil 10 000 fois plus compact qu'il ne l'est vraiment. Cette fois, le ciel tout entier semble scindé en 2 régions par un anneau d'Einstein qui contient des copies de toutes les étoiles du ciel. Il est même possible de distinguer des étoiles qui se situent en réalité derrière nous. Dans un espace-temps si courbé, la lumière du Soleil a du mal à nous parvenir. Les ondes lumineuses sont étirées avant de nous atteindre, si bien que l'intensité lumineuse qu'on reçoit est affaiblie et la couleur de l'étoile est décalée vers le rouge, car la longueur d'onde de la lumière est distendue. Ainsi, s'il était encore 15 fois plus compact, on le verrait cette fois-ci complètement rougeâtre, et même la surface de l'étoile semblerait déformée par les effets d'optique. On pourrait observer simultanément le pôle nord et le pôle sud, ainsi que certaines zones situées sur la face arrière du Soleil. La lumière peut en effet quitter la surface vers l'arrière, puis revenir vers nous. Enfin, si notre étoile était 230 000 fois plus compacte qu'elle ne l'est réellement, si le Soleil ne mesurait que 6 km de diamètre, alors on ne le verrait plus du tout. Sa gravité serait telle que la lumière à sa surface ne pourrait plus s'échapper. On verrait un disque noir, sans aucune lumière, entouré d'une voûte céleste distordue. Une infinité d'images répétées de toutes les étoiles semblerait s'accumuler et tourner autour de l'ombre centrale. Bien sûr, à ce stade, la courbure de l'espace-temps serait en réalité tellement intense que l'étoile ne pourrait plus rester statique. La surface du Soleil serait forcée de s'effondrer vers le centre, glissant inéluctablement sur la courbure de l'espace-temps. En effet, dans cette zone en forme de bulle, la surface de l'étoile devrait se déplacer plus vite que la lumière vers l'extérieur pour espérer résister à l'effondrement, ce qui est impossible. Il s'agit d'un horizon dont rien ne peut s'échapper, un trou noir. Au centre,
la matière de l'étoile se condense en une singularité, une zone microscopique que nos modèles actuels peinent encore à décrire. De nos jours, nous savons que les trous noirs existent et qu'ils peuvent justement se former par l'effondrement gravitationnel d'une étoile sur elle-même. Dans le cas de notre Soleil, sa masse n'est pas suffisante pour former un trou noir. Lorsqu'il aura consumé son carburant, d'ici 5 milliards d'années, l'étoile se dilatera pour former une nébuleuse, tandis que son cœur se comprimera en une naine blanche. Un astre dont l'effondrement est stoppé par la collision des électrons les uns avec les autres. À cette échelle, les particules refusent de s'interpénétrer, ce qui stabilise l'objet. Certaines étoiles plus massives s'effondrent davantage. Elles explosent et laissent derrière elles une étoile à neutrons, stabilisée cette fois-ci par la collision des neutrons. Mais si l'étoile initiale dépasse 20 fois la masse du Soleil, alors après avoir explosé, son cadavre trop massif s'effondre inéluctablement jusqu'à former un trou noir. Un processus extrêmement rapide qui ne dure pas plus de quelques millisecondes. Lors de ce phénomène, la géométrie de l'espace-temps se modifie à l'intérieur de l'astre qui se comprime. Elle finit par engendrer un horizon d'où les rayons lumineux ne peuvent plus sortir. Mais alors, que verrions-nous si l'on pouvait observer avec nos yeux ces derniers instants, l'effondrement du cœur d'une étoile en un trou noir? Antoine de la chaîne Scientia Egregia a justement publié une vidéo récemment sur ce sujet. Avant de regarder les images finales des simulations, laissons-le nous en dire 2 mots. Alors merci Alessandro de m'inviter dans ta vidéo pour parler un petit peu d'évolution stellaire. Et ici, je vais vous montrer comment, en relativité générale, on peut faire un modèle extrêmement simpliste, mais néanmoins relativement réaliste, de l'effondrement d'une étoile et de la création vraiment d'un trou noir à proprement parler. Si vous voulez plus de détails, j'en ai donné dans une vidéo qui doit faire quelques heures sur ce sujet-là. L'idée, c'est de prendre une étoile, un milieu dans lequel il y a du gaz, et qui est en équilibre entre la gravitation et la pression. On va supposer que le gaz il est de densité constante. Alors ça c'est pas très réaliste parce qu'évidemment on s'attend à ce que dans une étoile la densité au cœur soit bien plus élevée que la densité au bord. Mais bon, c'est un bon modèle jouet, ce qu'on appelle un toy model. Et puis à un instant donné, on va supposer que tout d'un coup les forces de pression qui sont ici au milieu disparaissent complètement. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus que la gravitation. Alors évidemment, ce qui n'est pas réaliste, c'est que ça ne se produit pas de façon homogène dans toute l'étoile, ça ne se produit pas de façon instantanée, mais ça va être la modélisation que je vais prendre. Et donc je peux essayer de représenter ça sur un petit diagramme, c'est-à-dire que je vais représenter le temps ici, donc du passé vers le futur, vers le haut. Mon étoile, ça va être un disque, mais ça il faut que vous imaginiez que c'est vraiment l'étoile, c'est une boule normalement. Et puis alors, tant qu'on est avant le moment d'effondrement, ce disque il est stationnaire, c'est-à-dire que l'étoile n'évolue pas essentiellement, et donc à t égale 0, on a toujours le même disque, l'étoile qui fait la même taille qu'avant. Et puis l'étoile commence à s'effondrer, et donc on imagine qu'elle va s'effondrer, jusqu'à atteindre une taille minimale. Qu'est-ce qui va arrêter cet effondrement? On ne sait pas trop. Mais de toute façon, quand l'étoile atteint une certaine densité, donc elle passe sous un certain rayon, elle se transforme en trou noir. Ça veut dire que ce qui reste là et qu'on ne connaît pas très bien est caché derrière un horizon, qui est ce cylindre-là rouge. Donc on voudrait comprendre ça de façon un petit peu plus précise, et grâce à mes hypothèses très très simples, c'est ce qu'on peut faire. Alors on peut commencer par l'intérieur de l'étoile. La géométrie est très simple en fait, puisque dans l'étoile, on a dit, on va supposer que la densité est homogène, isotrope, et en plus la pression est nulle. Et ces hypothèses très simplistes, ce sont exactement les mêmes que celles qu'on fait en cosmologie pour décrire l'univers à très grande échelle, comme un gaz de galaxie, de pression nulle, et puis homogène et isotrope. La géométrie de ceci, c'est ce qu'on appelle la métrique FLRW, et je vais ici l'écrire, donc si les équations vous font peur, vous pouvez oublier cette équation, mais je l'écris pour avoir quelque chose d'un petit peu précis. Et on peut faire un dessin où je vais avoir une coordonnée ici verticale qui va être le temps, et une coordonnée ici qui va être l'espace. Et alors dans les coordonnées qui sont là, l'étoile, c'est un certain rectangle, et si je trace les rayons lumineux, ils sont en ligne droite à 45 degrés. Maintenant, il faut que je décrive l'extérieur de l'étoile. Ici, c'est une métrique qui est bien connue, c'est la métrique de Schwarzschild.
Donc ceci, pareil, si vous ne comprenez pas la formule, c'est pas très grave, je vais vous faire le dessin en dessous. Ce que nous dit cette chose-là, ça nous dit qu'on a le temps qui évolue comme ceci, on a le rayon qui est ici, et puis on a une zone critique qui est l'horizon. Et cet horizon, il a une propriété importante. Si je trace les rayons lumineux, les rayons lumineux qui sont à l'extérieur, ils ont une forme qui est comme ceci. Par contre, ceux qui rentrent peuvent rentrer sans problème. Et l'intérieur de l'horizon, la zone qui est ici, c'est le trou noir. Puisque vous voyez que aucun rayon lumineux ne peut en sortir. Même les rayons de cette famille-là qui essayent d'en sortir, eh bien vous voyez qu'ils n'en sortent pas. Bon, et bien maintenant qu'on a ça, il suffit de recoller les deux morceaux. Et bon, il faudra me croire ou regarder les calculs pour vérifier que tout marche bien. Et alors si je fais ceci là, l'étoile elle a une certaine taille. Et puis, à t égale 0, ça commence à s'effondrer, et donc l'étoile va tomber comme ceci, et jusqu'à atteindre ici 0. Ici, c'est la fameuse singularité qui est au cœur du trou noir. Je dois également représenter l'horizon, je vais dire qu'il est à peu près ici par exemple. Et puis maintenant, il faut que je trace les trajectoires des rayons lumineux. Les trajectoires qui rentrent, je vous ai dit, dans la métrique de Schwarzschild, elles sont simplement des droites à 45 degrés. Donc voilà les trajectoires qui rentrent. Celles qui nous intéressent, c'est les trajectoires qui sortent, puisque c'est celles-ci qui nous permettent de détecter où se trouve le trou noir. Bon, les trajectoires qui sortent, il faut que je prenne la métrique FLRW et que je fasse la déformation. Donc là, c'est pareil, il faut soit être très bon dessinateur, soit bon calculateur. Mais pour savoir comment est-ce que ce qui était juste des lignes à 45 degrés vont être déformées quand je place l'intérieur dans la métrique de Schwarzschild. Et alors, on a quelque chose qui, globalement, est courbé un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Mais plus l'étoile est petite, donc quand on monte vers là, plus cette déformation va être importante à cause de la densité. Et il y a un moment critique, on va arriver juste avant l'horizon, et donc de justesse, on va pouvoir s'échapper. Mais par contre, la suivante, là, elle va être trop déformée, et elle va rejoindre une trajectoire de celle qui est piégée à l'intérieur. Donc on voit bien que l'horizon se crée à ce point-là, qui est tel que si je prolonge le rayon lumineux, j'arrive pile à l'horizon ici. Et donc la zone qui est maintenant ici, c'est le trou noir, et vous voyez qu'il s'est formé à l'intérieur de l'étoile, à un instant assez précoce, ici dans ce que j'ai dessiné, juste après l'effondrement. Et donc la notion de trou noir, c'est une notion d'espace-temps global. Elle dépend de ce que ça veut dire qu'un rayon lumineux puisse s'échapper ou pas. Un grand merci à Antoine pour ses explications. Vous pouvez retrouver plus de détails dans sa vidéo. Ainsi, en se basant sur ce modèle de trajectoire des rayons lumineux, on peut finalement simuler ce que l'on verrait au ralenti lorsqu'une étoile s'effondre. Au départ, on observe le résidu stellaire qui se comprime. Peu à peu, la contraction est accélérée par la gravité. La surface de l'astre tombe à une fraction croissante de la vitesse de la lumière, et la lumière elle-même a de plus en plus de mal à nous parvenir. L'astre rougit et s'assombrit. Ce phénomène est plus prononcé au milieu de l'image que sur les bords, car c'est ici que se trouve la partie de l'étoile qui s'éloigne de nous le plus vite. Le centre de l'image est également la zone la plus proche de nous, et puisque la lumière met un certain temps pour nous parvenir, on observe cette zone avec moins de délai que les bords de l'astre. À mesure que la surface se dérobe, l'image de l'astre se déplie, et l'on aperçoit les pôles, puis l'arrière. L'évolution ralentit, et l'étoile semble se figer. Il ne reste qu'un liseré de lumière autour de ce qui n'est plus qu'une ombre. Enfin, tout s'estompe. En l'espace d'un millième de seconde, le trou noir s'est formé. Ainsi, lorsqu'un astre s'effondre sur lui-même, son image semble s'éclipser pour former l'ombre du trou noir. Ceci est ce que l'on verrait si l'étoile était transparente et que les rayons lumineux pouvaient la traverser pendant qu'elle s'effondre. À mesure qu'elle rétrécit, l'étoile devient de plus en plus dense et la déformation optique s'intensifie. Pour finir, si l'on jette un objet dans ce trou noir, l'influence gravitationnelle de cet objet produit elle aussi un effet de lentille, qui dilate l'image du trou noir derrière l'objet, un peu comme une loupe. Or, lorsqu'il tombe dans le trou noir, vu de l'extérieur, l'objet semble s'écraser, se figer et s'assombrir. Il vient se greffer à l'ombre du trou noir, dont la taille semble avoir grossi.
Autrement dit, l'ombre d'un trou noir se forme à partir de l'aplatissement des images de tous les objets qu'il a capturés. Et du point de vue de l'extérieur, rien n'a jamais franchi l'horizon. Tout est encore là, figé sur cette ombre.